une prédominance féminine, puisque bon, les femmes ont le privilège d'avoir une longévité plus importante par rapport à celle des hommes. Je n'insisterai, et il sera très fondamental d'insister sur son dépistage, son diagnostic et sa surveillance, parce que c'est grâce à ça que nous arrivons à maintenir votre vision et votre fonction visuelle. Alors c'est sûr que c'est un petit peu fastidieux, mais c'est grâce à ça que nous arrivons à avoir quelques résultats. Cette DMLA présente en effet un problème de santé publique, puisque votre dépendance et les limites qu'elle incombe dans votre facilité, dans votre vie de tous les jours, posent un problème, certes à vous-même, certes à votre environnement, mais aussi à la société qui doit quand même bien considérer votre problématique et les différentes prises en charge qu'elle doit corroborer. Alors, qu'est la DMLA? Alors d'abord, il ne faut pas que la DMLA vous stresse, parce que quand on est en consultation, on voit à quel point vous vous dites « ça y est, j'ai la DMLA, qu'est-ce qui va m'arriver, quelle catastrophe ?» Donc la DMLA n'est pas une catastrophe, elle a un nom un peu particulier, déjà l'essence maculaire est liée à l'âge. Bon d'accord, tout le monde vieillit, certes, on l'a appelé comme ça parce qu'en réalité on avoue notre faiblesse puisqu'on n'en connaît pas l'origine pure. Donc, qu'est-ce que c'est que la DMLA? C'est une pathologie métabolique avec un dysfonctionnement des cellules visuelles, en particulier l'épithélium pigmenté, qui n'arrive pas à évacuer et à faire son rôle d'épuration du métabolisme et du travail des photorécepteurs. Donc, comment se traduit-elle? Elle se traduit la plupart du temps par des drusènes, qui sont des dépôts dans les couches profondes de la rétine, en particulier au niveau de son nerf central. Et ces drusènes augmentent en nombre, en surface, en épaisseur, s'associent à du pigment et à certaines complications. Et c'est ce qui en fait toute son essence. Alors ces drusènes ou des hypodrusènoïdes sont multiples. Il y en a plusieurs types, des drusènes cuticulaires, réticulés, des pseudo-vitelliformes, des drusènes séreux et des DEP drusènoïdes. Donc nous avions fait une étude et dans notre étude il y avait de façon prédominante des DEP drusènoïdes. Venaient ensuite les drusènes séreux et les pseudo-drusènes réticulés. Comment est-ce qu'on peut les étudier? Alors d'abord, on peut les étudier par l'acuité visuelle, puisque c'est quand même un œil, ça y voit. Donc le premier des critères, c'est qu'est-ce qu'il est capable d'y voir. Donc pour nous, la mesure, c'est l'acuité visuelle. Ensuite, on peut les évaluer par l'examen biomicroscopique du fond d'œil. Ensuite, par les clichés en autofluorescence et en infrarouge, je vous en montrerai des exemples. Par la tomographie confocale optique qu'on nomme plus... couramment OCT ou scanner de la rétine pour que ce soit plus simple pour vous. Et on peut aussi les évaluer parfois. La nécessité se fait de l'angiographie à la fluorescine et au verre d'infracyanine. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées. Au niveau de l'OCT, à l'heure actuelle, c'est plutôt le spectral domaine qui est une des techniques les plus avancées. Il y en a d'autres qui vont apparaître, mais celle-ci est celle qui est maintenant la plus usitée. Là, je vous montre deux exemples. En haut, un système Heidelberg avec les images qui nous permettre de faire l'évaluation et la surveillance temps à temps et coupe à coupe, et l'autre qui est le système d'un autre industriel qui est Zeiss, qui nous donne des images colorées. Ceux qui sont atteints ont très certainement vu dans leurs documents de référence ce genre de documents. Comment surveille-t-on les drusènes? On surveille d'abord les lésions, comme je viens de vous le dire, la taille, les caractéristiques, le nombre, la topographie. Et en règle générale, on peut les surveiller tous les 4 à 6 mois, puisqu'ils peuvent quand même changer, comme je viens de vous le dire. Alors l'intérêt en particulier du système Heidelberg, c'est son système tracking, puisqu'il permet de recaler les images et de comparer coupe à coupe et temps à temps. Et vous voyez que sur des coupes différentes, l'aspect des lésions peut être modifié. Et on peut évaluer aussi la lésion elle-même, mais son environnement en particulier. Est-ce qu'il y a des plages d'atrophie, est-ce qu'il n'y en a pas? Comment est le substrat rétinien en regard? Et ceci nous permet quand même d'avoir un suivi de base et de voir d'un moment à l'autre et d'un endroit à l'autre si les lésions sont les mêmes ou pas. Un autre exemple de DEP drusènoïde, vous voyez que là l'aspect est comme une colline, complètement optiquement vide, avec des irrégularités du pigment et de l'épithélium pigmenté en regard. Donc en effet, il y a un polymorphisme. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que tout le monde tend à être uniciste, mais en réalité, chaque élément a toute son importance.
En effet, les clichés en infrarouge donnent une idée qui est proche de celle de l'examen clinique. Les clichés en autofluorescence ont la prétention de donner une idée supplémentaire au niveau de la fonctionnalité de l'épithélium pigmenté. L'OCT donne une analyse structurelle de la rétine et des différentes couches, et l'angiographie à la fluorescine et l'angiographie au verre d'infracyanine permettent une analyse dynamique des lésions, ce que les autres éléments ne donnent pas, puisque les autres donnent des données statiques. Tout ceci pour insister sur la complémentarité des différents résultats. Des logiciels sont régulièrement instaurés et sont évolutifs. Et en particulier, le logiciel de l'OCT en face nous a permis d'aborder les différentes couches de la rétine, ce qui nous permet d'avoir une évaluation des lésions dans leur ensemble, dans leur globalité, avec une étude tridimensionnelle, structurelle, morphologique, comparative. Et je voulais malgré tout insister sur le fait que morphologie et épaisseur ne sont pas corrélés exactement à la fonctionnalité, parce que c'est malgré tout et malheureusement un piège dans lequel on peut tomber. Donc je vous montre quelques exemples des différents drusènes pour que vous ayez à peu près un aperçu et que vous voyez pourquoi on vous fait tous ces examens pour essayer d'avoir des idées franches. Donc les drusènes cuticulaires, ils sont tout petits au niveau des couches profondes en dessous de l'épithélium pigmenté. Les pseudo-drusènes réticulés que l'école de Créteil a appelés les drusènes bleus parce qu'ils sont particulièrement visibles sur les clichés en autofluorescence. Et chose très intéressante, ils ont quasiment le même aspect sur les clichés tardifs de l'angiographie au verre d'infracyanine. Et ils sont juste répartis au-dessus de l'épithélium pigmenté. La DMLA pseudo-vitéiforme qui est un amas de ces substances avec des anomalies de l'épithélium pigmenté un petit peu plus intenses en regard. Quant aux drusènes séreux, ils ressemblent, si vous voulez, à des petits amas qui sont optiquement vides, réguliers, homogènes, avec un épithélium pigmenté qui n'est pas très altéré en regard et qui ont la particularité d'être à peu près identiques comme les DEP druzénoïdes, qui sont en réalité la confluence de drusènes séreux et qui sont identiques et d'aspect semblable sur toutes les coupes et au niveau de toutes les couches, en particulier au niveau de l'OCT en face, ce qui nous a permis de les caractériser, nous le verrons. Quant aux DEP druzénoïdes que j'ai appelés volontairement P par opposition aux autres, que j'ai appelés L, car ils étaient optiquement vides et qu'ils faisaient penser à des gouttes lipidiques. Donc les DEP druzénoïdes que j'ai appelés P car protidiques sont irréguliers, sont d'aspect différent sur toutes les coupes de l'OCT et de l'OCT en face. Ils sont d'aspect blanc ou gris et donc eux aussi ont leur individualité. Donc vous voyez la diversité de ces différents dépôts, les zones qui sont en dessous de l'épithélium pigmenté, les pseudo-drusènes réticulés qui sont au-dessus de l'épithélium pigmenté et les DEP druzénoïdes que nous avons individualisés en L comme lipidique et P comme protidique. Car, en effet, cette exploration multimodale parce que nous avons analysé les lésions, avec tous les modes, c'est-à-dire l'OCT, nous avons utilisé l'infrarouge, nous avons utilisé l'autofluorescence, etc. Donc, nous avons vu que le matériau druzénoïde est très polyforme, mais qu'en réalité, il y a deux morphotypes et deux sortes qui peuvent être individualisés. Les uns qui sont sombres, homogènes, optiquement vides et que nous avons individualisés comme de type lipidique, et les autres qui étaient plutôt blancs, hétérogènes, mixtes et de type protidique ou débris cellulaires. Ceci nous a conduit à penser qu'il y avait deux voies de dysfonctionnement métabolique et donc éthiopathologique qui pouvaient être individualisées, la voie du métabolisme lipidique et la voie du métabolisme cellulaire protidique, où on voit, mais ça reste, et l'avenir peut-être nous donnera des arguments en faveur, ou peut-être que le stress oxydatif et l'inflammation seraient un petit peu plus partie prenante dans ce registre.
De là, nous avons aussi vu que l'évolution n'était pas tout à fait identique au niveau de ces dépôts et nous avons constaté que la voie du métabolisme lipidique conduisait plutôt par son dysfonctionnement à l'atrophie et que par le métabolisme cellulaire protidique, les lésions évoluaient plutôt vers la néovascularisation, ce qui nous permettait de confirmer les deux hypothèses de voies éthiopathogéniques différentes et qui nous permettait aussi de bien individualiser les deux complications et les deux formes, la néovascularisation et l'atrophie, qui sont des processus différents. Le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est que, de par leur aspect, ces drusènes deviennent en réalité des biomarqueurs et nous verrons aussi tout leur intérêt. Donc là, c'était pour vous rappeler un petit peu ce qu'était la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Les dépôts drusénoïdes, c'est ce que je vous dis à certains d'entre vous, les fameux petits sacs poubelles, puisque c'est la cellule qui n'arrive pas à évacuer le catabolisme de la photosynthèse, et l'intérêt pronostic évolutif éthiopathogénie dans la DMLA et leur statut de biomarqueur. Mais bon, la DMLA, les drusènes, on peut avoir des drusènes pendant très très longtemps, ils peuvent ne pas se modifier pendant très très longtemps. C'est pour ça qu'il ne faut pas stresser quand on a tout d'un coup un diagnostic de DMLA, mais qu'il faut rester vigilant, parce que comme dit le proverbe, un homme averti en vaut deux, et il vaut mieux maîtriser une pathologie par la surveillance et par la connaissance que par la négation ou ce que je dis, le syndrome de l'autruche. Mais la problématique de la DMLA, qu'est-ce que c'est? Ce sont les risques en réalité de la DMLA et les risques qui sont en trois groupes, généraux, intrinsèques et extrinsèques. Les risques essentiels étant les risques intrinsèques à la DMLA, les risques intrinsèques à la DMLA étant le type de dépôt drusénoïde, et nous avons déjà vu le rôle de biomarqueurs qu'ils peuvent avoir, et surtout le type de complication, la complication atrophique et néovasculaire. Et là aussi, je vais insister un peu parce que c'est un petit peu mon dada. Quand je vous entends tous avec est-ce que je suis sec ou est-ce que je suis humide, vous êtes ni sec ni humide. C'est est-ce que j'ai une complication atrophique ou est-ce que j'ai une complication néovasculaire. Alors je sais que pour le message, c'est peut-être plus simple, mais je pense que vous êtes suffisamment, comment dirais-je, éveillés, éclairés pour faire bien le distinguo entre ces deux voies de complication et d'évolution de la DMLA. Est-ce que oui, je vais évoluer vers plutôt l'atrophie ou plutôt vers la complication néovasculaire, ces deux voies étant distinctes. Donc, vous avez vu que nous avions déjà le support par rapport aux dépôts drusénoïdes et leur aspect qui pouvait nous conduire selon cet aspect vers une indication dans un sens ou dans un autre. Je voulais réinsister sur le fait que les processus étaient différents et je vais un petit peu orienter maintenant mon propos sur la particularité de l'atrophie. Alors l'atrophie, qu'est-ce que c'est? L'atrophie, c'est une diminution acquise du poids et du volume des cellules et des tissus. Il y a aussi la notion d'apoptose, qui est le mécanisme de mort cellulaire programmée. Il y a aussi la nécrose, qui est la transformation des tissus et de la matière vivante qui aboutit à la mort. Je vous ai mis ces trois notions parce que des fois il y a un amalgame et qu'il y a un distinguo qui n'est pas forcément clair, puisque à ceci se rajoute la notion de sénescence et des fois la frontière entre la sénescence et l'apoptose et l'atrophie est parfois difficile à franchir. Pour vous, comment dirais-je, illustrer ce propos, je vous ai mis justement un article de la revue internationale où la question est posée. Donc comment est-ce qu'on étudie l'atrophie? Alors, il n'y a pas forcément un consensus à l'heure actuelle, puisque à un congrès auquel j'ai assisté à Milan il y a à peu près 15 jours, même un Américain de renommée internationale nous a bien dit qu'il n'y avait pas forcément un consensus. Moi, j'ai essayé quand même de vous mettre ici en évidence et personnellement, au sein de ma pratique, j'ai essayé d'utiliser ce qui me paraissait le plus élaboré et le plus, comme on dit, up-to-date à l'heure actuelle. Donc, on étudie l'atrophie bien par l'autofluorescence, qui est quand même un des éléments majeurs, et je vous en montrerai des exemples, par les clichés infrarouges, par l'OCT, par la fluorescine et l'ICG, je vous dirai pourquoi. J'ai eu le privilège de pouvoir bénéficier du logiciel Region Finder, qui est particulièrement édifiant et qui peut nous aider à cette évaluation. Et donc, ça nous permettait d'étudier les plages d'atrophies elles-mêmes et leur progression.
Donc vous voyez là des clichés en autofluorescence, l'atrophie étant exprimée par les plages que vous voyez très noires. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'environnement qui est associé à ces plages et ces modifications. Il y a des écoles qui se sont penchées sur la bordure de ces plages d'atrophie et leur aspect plus ou moins blanc, gris, qui, selon eux, nous permet de voir si oui ou non il y a des coefficients d'évolution ou d'évolutivité. Un exemple pour vous montrer que, en effet, on comprend bien à quel point vous êtes et vous pouvez être très gêné, puisque ça, c'est une atteinte bilatérale et vous voyez l'étendue des plages d'atrophie. Donc, votre fonction visuelle et votre gêne visuelle ne peut être qu'en effet perturbée dans ces cas-là. Grâce au logiciel Region Finder, on pouvait aussi apprécier l'évolution dans le temps, puisque c'est une méthode qui nous permet de voir par les couleurs différentes des lésions les endroits où l'atrophie a progressé. On pouvait aussi établir des courbes de progression, ce qui nous permettait après d'avoir des évaluations. Donc ça, c'était comment on pouvait l'évaluer. Ensuite, comment on peut le surveiller? Avec les mêmes moyens, tout simplement, avec l'acuité visuelle, le fond d'œil, l'autofluorescence, et également parfois l'angiographie à la fluorescine au vert d'indocyanine. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, comme je vous l'ai dit, atrophie et complications néovasculaires sont deux choses et deux entités différentes, mais qui peuvent s'associer. Et il y a une chose fondamentale qu'il faut que l'on vous précise bien, c'est que c'est pas parce que vous êtes sec que vous ne pouvez pas être humide. Donc, il faut absolument et impérativement que vous gardiez à l'esprit qu'il faut toujours avoir derrière la tête l'obsession de est-ce que oui ou non il y a une complication néovasculaire, parce que en l'état actuel des choses, là nous avons des recours, alors que comme vous le verrez au niveau de l'atrophie, nous sommes quand même beaucoup plus gênés. Et là vous voyez tout l'intérêt de l'angiographie au vert d'infracyanine, qui est la seule à pouvoir nous mettre en évidence, puisque c'est le seul examen qui nous permet d'évaluer la choroïde, qui est la trame vasculaire à partir de laquelle les néovaisseaux se constituent, qui nous permet de l'évaluer, de les mettre en évidence et d'apprécier leur étendue. Donc, des publications ont été, si vous voulez, présentées. Il y a un groupe de travail, je vous en ai mis un petit peu le florilège là, qui vient de se constituer parce que au niveau international, les scientifiques et les praticiens voient que l'atrophie commence à être vraiment un problème et qu'elle prend un intérêt important. Et là, vous voyez des noms de notoriété internationale qui viennent de pays divers et qui se sont penchés sur la question et qui ont essayé aussi de dégager les grandes idées. Je me suis permis de vous faire part d'une étude que j'avais moi-même présentée au congrès Euretina en 2012, puisque je pensais déjà depuis fort longtemps que l'atrophie était un des problèmes de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et donc j'avais étudié 124 lieux avec les moyens que je viens de vous présenter, puisque j'ai toujours essayé de mettre à votre disposition les moyens et les logiciels les plus performants et les plus caractéristiques et adéquats. Donc l'autofluorescence, l'infrarouge, l'OCT, l'angio, le Region Finder. Vous retrouvez les images que je vous ai présentées et encore une fois l'ICG qui présente et l'angiographie qui présente l'intérêt d'avoir toujours en idée d'éliminer formellement une présence néovasculaire. Dans cette étude, il y avait 3 groupes. Il y avait des patients qui s'étaient améliorés, d'autres stabilisés et d'autres diminués. Et nous avions aussi évalué les différentes surfaces et l'évolution avec les courbes de progression. Et qu'est-ce que nous avions obtenu? Bien, dans notre groupe, la surface d'atrophie moyenne était située entre 1 et 2 mm². Il y avait une progression totale des lésions qui était à peu près de 1,9 mm² et entre les examens de 0,87 mm². La vitesse de progression avait un pic qui était situé en général entre 1 et 2 mm² an. Et là où nous allons nous attarder un tout petit peu, c'était les différences que je voudrais mettre en exergue avec vous, qui concernaient le groupe où la DMLA était sans complications néovasculaires. Dans cette étude, il y en avait 42%,
où on voit que la vitesse de progression est faible puisqu'elle est de 0,05 mm² an, avec une progression entre les examens qui fait partie des chiffres les plus faibles et une progression totale aussi. Et j'avais étudié le groupe avec l'atrophie où les patients présentaient une complication néovasculaire. Et vous voyez que là, la vitesse de progression est différente puisque le pic est situé entre 1 et 2 mm² an et que la progression la progression totale est un petit peu plus importante de 1 à 2 mm². J'avais également étudié aussi quel était l'endroit vers lequel l'atrophie se manifestait le plus. Vous voyez qu'il y a à peu près une répartition uniforme avec peut-être une prévalence du secteur nasal inférieur et de la partie centrale de l'aire maculaire. Donc, pourquoi les patients s'étaient améliorés? Eh bien, tout simplement parce que ceux qui avaient une complication néovasculaire ont été traités. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous dire que si on vous dit que vous avez une forme atrophique, il faut quand même penser à de temps en temps regarder s'il n'y a pas une complication néovasculaire, parce que dans 20% des cas, une complication néovasculaire est présente et il ne faut pas l'oublier, parce que ça mérite quand même d'être considéré. Ce que l'on peut gagner, c'est toujours bon à prendre. Et qu'ensuite, la surface des lésions, donc, elle n'était pas si étendue au niveau des lésions atrophiques, puisqu'il y avait 60% de patients qui étaient entre 0 et 5 mm². La topographie, je vous l'ai dit, et ça nous permettait aussi de mettre l'accent sur l'intérêt et l'importance de la neuroprotection dans le domaine de la DMLA. La progression de l'atrophie, elle était modérée, progressive, lente, elle était plutôt vers la périphérie et le pronostic visuel en réalité il pouvait être très longtemps conservé, mais à partir du moment où l'îlot central maculaire est atteint, c'est là où les problèmes commencent et c'est là où malheureusement l'acuité visuelle peut être très dégradée. Ce que nous voulions aussi étudier, c'était comment elle évoluait. Donc on avait vu qu'elle avait une faible incidence sur la fonction visuelle à condition que l'aire centrale soit préservée, que cette évolution était un processus autonome, qu'il n'y avait pas de corrélation directe ou, comment dirais-je, énorme entre l'atrophie par elle-même et la néovascularisation, et que donc elle avait un impact relativement faible sur les résultats fonctionnels, encore une fois, à condition que l'aire maculaire centrale soit épargnée. Et nous devons quand même aussi mettre l'accent sur le fait que si malheureusement l'atrophie atteint l'aire centrale, l'acuité visuelle peut être dégradée, même si au point de vue de la néovascularisation, on a un bon résultat anatomique et structurel. Ce qui était intéressant d'étudier aussi et de voir, c'était quelle était l'interrelation entre l'atrophie et la néovascularisation. Et on voit qu'il y a quand même une similitude entre les vitesses, les coefficients et les coefficients d'évolution, et que quand on regarde, souvenez-vous des deux planches que je vous ai montrées, en fin de compte, quand il y avait une complication néovasculaire, l'atrophie semblait progresser plus rapidement, plus intensément, comme si la néovascularisation n'était rien d'autre que le starter de quelque chose par rapport à un processus qui existait déjà et qui évoluait par lui-même. Donc, n'oublions pas que atrophie et néovascularisation peuvent être intriquées. Ce qu'il était important aussi de voir, c'est est-ce que la thérapeutique pouvait avoir un impact sur l'atrophie, puisque ça fait partie des questions que l'on se pose à l'heure actuelle, puisque des publications ont lieu à ce niveau-là, en particulier avec les molécules qui sont construites avec le fragment FEC du complément. Et là, on voyait qu'avec le protocole que j'avais utilisé, puisque depuis la nuit des temps, enfin non, le terme est un petit peu trop abusif, mais depuis le début, j'ai proposé un traitement par série de 3 injections à 1 mois d'intervalle, en séquentiel dès que la complication néovasculaire était effective et qui ne correspondait pas tout à fait au protocole PRN ou aux injections mensuelles des études internationales. Et avec ce protocole, si vous voulez, je n'ai pas noté d'incidence de la thérapeutique. Donc, on pouvait dire que l'atrophie n'était pas générée par la thérapeutique. Donc, vous voyez que l'atrophie dans la DMLA, elle a toute sa place. Elle a une importance primordiale parce que, si vous voulez, elle peut quand même, elle aussi, être à l'origine d'une baisse de vision. La néovascularisation n'est pas la seule à avoir ce privilège.
que l'impact est quand même fondamental et que ça nous permet quand même d'avoir des idées sur l'évolutivité de la DMLA et sur l'impact des thérapeutiques. Donc l'atrophie, oui, quand on vous dit il y a une atrophie, il n'y a rien à faire, sachez qu'on peut la surveiller, on peut essayer de voir si oui ou non elle est compliquée, on peut vous aider à vivre avec, à la dominer ou à essayer, si vous voulez, de la dompter. Donc, quelle est l'éthiopathogénie? Parce que c'est bien de faire le constat, mais il faudrait peut-être que nous nous mettions ensemble pour essayer d'aller de l'avant et de voir à quoi elle peut être due. Donc il y a des hypothèses de travail, certaines que vous avez déjà vues puisque on a parlé des DEP drusénoïdes de type L et qu'on a vu qu'ils pouvaient de façon plus particulière et prédominante évoluer vers l'atrophie. Nous avons vu l'importance de la neuroprotection et je voulais juste vous dire aussi au niveau de la maladie d'Alzheimer, alors là, ne prenez pas la fuite et surtout n'ayez pas peur. C'est pas parce que vous avez une DMLA que vous allez avoir une maladie d'Alzheimer, mais il existe des ponts entre les deux pathologies et nous avons également étudié ce phénomène-là et nous avons pu voir que les troubles cognitifs, les mild cognitive impairments, puisque ce qui est important, c'est pas la maladie Alzheimer, mais ce sont les troubles cognitifs qui sont en amont de la maladie d'Alzheimer. Et nous avons vu que dans le groupe que nous avions individualisé, où les patients présentaient une complication atrophique prédominante, l'atteinte des troubles cognitifs était à peu près égale dans tous les sous-groupes, et comme si le problème évoluait lentement, de façon chronique, sous un phénomène de sénescence. Ceci pour vous dire que c'est pas parce que vous avez la DMLA que vous allez avoir la maladie d'Alzheimer, mais si grâce à la DMLA et à l'examen du fond d'œil, on peut être plus vigilant sur le dépistage des troubles cognitifs et en fonction de l'aspect éventuellement pouvoir également développer la prévention, je pense que là aussi nous aurons gagné un petit bout de chemin et par conséquent nous sommes là pour ça, comme vous devez aussi nous contraindre, nous obliger et nous pousser à le faire. Quelles sont les perspectives thérapeutiques? Donc là, je vous ai mis en évidence quelques diapositives qui émergent des différents colloques internationaux. Donc là, nous sommes en 2015, donc vous voyez qu'en 2013, nous avons déjà envisagé l'ensemble de tout ce que nous avions... Bon, là, il manque une diapo, c'est pas grave. Donc après, à l'horizon, si vous voulez, 2018, 2020, ils veulent essayer de développer tout ce qui est génétique, tout ce qui est investigation métabolique, etc. Et à l'horizon, si vous voulez, 2025, tout ce qui est purement thérapeutique, puisqu'il y a toujours un décalage, si vous voulez, au niveau du côté effectif des traitements et de l'évaluation. C'est ce qui fait un petit peu notre, impatience, puisqu'on a toujours du mal à attendre les résultats et c'est vrai que c'est légitime qu'on trouve que les choses ne vont pas assez vite. Donc, quelle voie cibler pour essayer, si vous voulez, d'avancer dans le traitement de la complication atrophique? Eh bien, il y a d'abord prévenir la perte des photorécepteurs en prévenant l'accumulation de l'hypophychine. C'est ce que prétend faire le fenrétinide dont on entend parler depuis déjà très longtemps. Malheureusement, on n'a pas encore de résultats. En général, c'est pas très bon signe. Ensuite, il y a aussi la neuroprotection, en particulier avec le CNTF qui est une cytokine qui protège les photorécepteurs de la dégénérescence et qui est un puissant neuroprotecteur, qui a été étudié au niveau de l'impact sur l'acuité visuelle et sur le volume rétinien, et qui malheureusement n'a pas montré de différence significative par rapport au groupe test. Et là c'est pareil, c'est plutôt en stand-by et le résultat n'est pas très éloquent. Juste une remarque, mais qui n'engage que moi. Mais disons que j'ai eu l'occasion de discuter de ce phénomène et peut-être que si on avait utilisé le produit d'une autre façon, on aurait eu de meilleurs résultats. Ça reste à prouver, à voir, et ça, c'est aux scientifiques à nous donner la réponse à nos questions.
Ensuite, une autre voie, c'est celle de l'inflammation, comment la supprimer. On a essayé de bloquer le composant 5 du complément. L'éculizumab a eu cette prétention. Malheureusement, il n'y a pas eu de différence entre le groupe des traités et le groupe non traité, et ce produit a été déclaré comme inefficace. Un autre produit, le lampalizumab, dont vous allez certainement entendre parler, essaie de bloquer le facteur D du complément. Il est à l'étude. La phase 2 est terminée et elle a été très encourageante dans la mesure où le taux de réduction de l'évolution, c'est pas la réduction de l'atrophie, c'est le taux de réduction de l'évolution de l'atrophie était de 20%. Ce taux était augmenté et atteignait 44% si les patients étaient porteurs du facteur I du complément. Donc ça nous a permis de voir que le facteur I avait une idée pronostique et prédictive, et comme ces résultats sont encourageants, eh bien la phase 3 est en cours, donc il faut attendre les résultats pour que l'on puisse vous dire si oui ou non ce produit sera effectif et sera oui ou non proposé dans l'avenir. Un autre produit, donc là vous voyez que les sigles sont un petit peu rébarbatifs, donc le LFG 316 qui est aussi un facteur qui bloque le facteur 5 du complément est actuellement à l'étude, et là aussi nous sommes en train d'attendre les résultats. Une autre voie, c'est la thérapie cellulaire. Alors la thérapie cellulaire, on peut l'envisager selon deux approches. Celle du remplacement cellulaire, c'est-à-dire qu'on essaie de voir et de mettre des cellules souches qui vont être capables de remplacer le tissu endommagé et de restaurer une fonction. Et vous voyez qu'on a tout un panel à notre disposition, c'est-à-dire que de par le monde, de nombreuses études sont en cours avec des équipes qui travaillent sur des principes et des souches différentes. Et nous verrons qui emportera la partie ou quel est celui qui montrera quelle est celle qui a la plus grande efficacité. Donc là, c'était quelle cellule utiliser, mais aussi quelle voie utiliser. Et on se demande si les injections sous-rétiniennes sont la meilleure voie ou au contraire des patchs de matériel sur lesquels on met des cellules qui pourraient proliférer. Et donc ce qui est important à l'heure actuelle de souligner, c'est que la tolérance est bonne et qu'il n'y a pas de formation tumorale ou de réaction immunitaire trop importante. La deuxième façon d'envisager la thérapie cellulaire, c'est l'approche trophique. C'est-à-dire que là, on ne met pas des cellules souches où on ne veut pas qu'elles se différencient. On essaie de sauvegarder, de réparer les tissus locaux et voir par des cytokines ou des interactions cellulaires comment maintenir une fonction ou dynamiser un tissu qui est défaillant. Là aussi, nous voyons que nous avons différents approches qui sont déterminées et qui nous sont proposées. Alors là, comme je vous ai fait une petite parenthèse avec la maladie d'Alzheimer, je vous fais quand même la petite parenthèse avec les voies thérapeutiques, puisque, en effet, on sait que les drusen contiennent des dépôts amyloïdes qui sont comparables à ceux de la maladie d'Alzheimer, je vous l'ai dit, que les dépôts A-bêta peptidiques sont toxiques, et c'est pour ça que des équipes sont en train d'essayer de voir si on ne peut pas inhiber et bloquer ces dépôts par l'immunothérapie passive, et on est en train d'essayer d'étudier les dosages et les voies intraveineuses topiques ou autres que l'on peut proposer. Donc l'ADMLA, comme je vous l'ai dit, c'est quand même la première cause de cécité dans les pays industrialisés, c'est un problème de santé publique. Les problèmes essentiels sont les risques intrinsèques, dont la complication atrophique que nous avons abordée un peu plus précisément aujourd'hui, que cette complication atrophique, elle devient prévalente puisque malheureusement, vous l'avez vu, on n'a pas des recours thérapeutiques extraordinaires à l'heure actuelle et que fort heureusement, le monde scientifique commence à s'y pencher et qu'elle a son entité, son génie évolutif propre et qu'elle peut être associée à la complication néovasculaire, que grâce à sa meilleure connaissance, on pourra faire des progrès dans l'éthiopathogénie, dans les perspectives des voies d'études, dans les nouvelles voies étiologiques, pathogéniques et thérapeutiques à envisager, que certes, il n'y a pas de traitement à l'heure actuelle, mais que nous sommes là pour essayer de trouver le fameux Spielblick et la solution aux problèmes dont on sait ô combien ils peuvent être très importants pour vous. Je vous remercie.